mesdames et messieurs, bonsoir pour cette deuxième rencontre du programme d'aujourd'hui. Alors, on a le plaisir d'accueillir un grand ami, Rachid Boufous. Alors, pour la petite anecdote, Rachid, petite anecdote à raconter, c'est que c'est la première rencontre Book Club que nous avons organisée au mois de février, un certain mois de février 2022. C'était pour la présentation de son premier livre, Chronique de Détroit. Et donc, on est très heureux aujourd'hui de le recevoir pour la présentation de son deuxième livre, Petite et grande histoire du Maroc. Alors, pour la modération de cette rencontre, ça sera avec ma collègue Fedwa Misk, à qui je cède tout de suite la parole. Merci beaucoup, cher Ali, que je remercie et félicite pour tout son travail. Monsieur Ali, c'est notre directeur financier, mais c'est Monsieur Culture dans le groupe le matin. Il n'aime pas que je parle de lui, mais je vais le faire quand même. Parce que c'est lui qui a su créer, initier et créer, et surtout maintenir cette institution. Et je salue beaucoup son engagement. Je salue aussi l'engagement de notre big boss, Monsieur Haytemi, qui n'est pas là, et qui aussi fait énormément de choses pour la lecture, pour le livre et pour la culture en général. Alors moi, j'ai une autre petite anecdote sur Rachid, parce que on a vu un petit peu le livre sortir et il était question dès le départ qu'il passe au Book Club le matin. Et plus le temps passait, et plus je le voyais sillonner le Maroc, et je me suis dit, il va finir le lectorat. Il va épuiser les lecteurs. De présenter le livre. Donc, je suis ravie d'être là, de voir qu'il y a toujours un public. Et je suis doublement ravie parce que c'est un livre qui parle de l'histoire du Maroc. Il y a Nabil Mouline qui parle aujourd'hui d'une certaine, de ce qu'il appelle l'ipséité, c'est-à-dire la conscience des Marocains. C'est une conscience nouvelle qu'on a de notre existence, notre être, et donc forcément notre besoin de comprendre d'où nous venons et de connaître notre histoire. Et donc du coup, en fait, la conjoncture est idoine, est parfaite pour accueillir tous les écrits sur l'histoire. Et sans vouloir jeter des fleurs à Rachid, franchement, c'est un livre qui se lit super facilement, qu'on ne lâche pas. Et je suis heureuse de lire que c'est un tome 1, ça veut dire qu'il y aura un tome 2 et plusieurs autres tomes. Alors pour directement entrer dans le vif du sujet, je voudrais poser une première question. Avant de s'attaquer bien sûr au contenu du livre, qu'est-ce qui amène un architecte à nous parler d'histoire? Merci, bonjour. Je suis vraiment ravi et honoré d'être présent, d'autant plus que le Book Club du matin, c'est quelque chose que je porte dans mon cœur et c'est Alaoui, on a parlé. Cette idée, on l'a créée ensemble un jour dans un salon littéraire à Casablanca et il me dit, j'ai pas d'écrivain à présenter, je lui dis, je serai le premier. Et on l'a fait pour l'anecdote à l'entrée du siège du matin du Sahara. Et c'est devenu aujourd'hui, alhamdoulilah, une institution. Et j'en suis vraiment ravi. Et merci Fedwa Misk. Alors je te présente un peu quand même. Pas la peine. Fedwa Misk est journaliste, autrice, grande militante féministe que j'aurai le plaisir de modérer mercredi prochain, 15 mai, parce qu'elle a fait une bande dessinée extraordinaire, exceptionnelle, qui parle du problème de l'avortement au Maroc. Et j'aimerais bien que vous nous honoriez de votre présence mercredi prochain. Et qu'est-ce qui fait que l'architecte s'intéresse à l'histoire? Merci. Alors, l'histoire n'est pas loin de mon métier artistique à la base, parce que ce que dessinent, ce que créent les architectes, hommes et femmes, et finira par devenir une histoire, parce que nous construisons tous les lieux où les gens vivent, sur toutes les latitudes, sur cette belle terre. Et en tant qu'architecte qui a eu la chance de travailler partout au Maroc, j'ai non seulement sillonné le pays, mais j'ai vu la richesse du patrimoine architectural, la richesse aussi de la civilisation marocaine. Et à un moment, je me suis dit, il faudrait peut-être raconter cette civilisation.
Et voilà, et donc je me suis mis non seulement à questionner la pierre, c'est mon métier, mais questionner aussi notre histoire, qui est triplement millénaire. Et contrairement à ce qu'on raconte, le Maroc n'a pas démarré avec Moulay Idriss Ier, mais nous sommes là depuis plus de 3000 ans, et nous sommes même là depuis 300 000 ans, depuis l'homme d'Iroud, le premier Homo sapiens qu'on a trouvé dans le monde, on l'a trouvé au Maroc. On a aussi fait des découvertes extraordinaires dans la grotte de Bizmoun. La première fois où l'être humain, Homo sapiens, fabrique des colliers de perles, enfin de coquillages, c'est à la grotte de Bizmoun, à 30 km de Saouira. Et je dis souvent que même l'amour a été inventé au Maroc, parce qu'on ne peut pas offrir un collier comme ça de coquillages si on n'a pas éprouvé des sentiments envers autrui. Donc voilà, donc ce qui fait que mon métier m'amène de manière naturelle à parler d'histoire. Alors, il y a ça, mais il y a aussi une envie et un désir d'histoire. Parce que tu as lu énormément d'ouvrages, tu as découvert cet amour-là, tu le portes bien avant de commencer à écrire. Oui. Donc, ça vient d'où, en fait à part justement la découverte de la pierre et l'architecture et le patrimoine architectural, parce que là, il ne s'agit pas que d'un livre d'architecture, il s'agit de livres d'histoire. Donc l'intérêt pour l'histoire du Maroc, d'où vient-il? Il remonte à quand? Alors, il vient d'une lecture, d'une découverte déjà de l'histoire du Maroc étant très petit. Là, à l'âge de 12-13 ans, je commence à lire des livres que je trouve dans la bibliothèque de mon père, dans un endroit improbable qui s'appelle Ouarzazate. Je ne sais pas si vous arrivez à situer. Donc on n'a pas grand-chose à faire à Ouarzazate à part lire. Donc voilà. Donc on lit beaucoup. Et je viens aussi d'une région, à travers mes parents, d'un petit village, tout aussi improbable, qui s'appelle Goulmima, qui est dans la région du Tiafilelt, où nous avons beaucoup de gens brillants dans tous les domaines. Et comme il n'y a pas grand-chose aussi à faire à Goulmima, on passe notre temps à lire. Voilà. Et donc, ce qui fait cet amour de la lecture m'a été transmis par mes parents, par mon entourage familial, et ce qui fait que j'ai redécouvert, au fait, l'histoire du Maroc. D'abord, une première fois, j'ai été impressionné par les cours d'histoire qu'on nous donnait à l'école publique marocaine, parce que j'ai fait l'école publique marocaine et dont je suis très fier, en tout cas de l'ancienne école marocaine, avant l'arabisation. Et donc, il y avait des choses qui m'interpellaient par rapport à mon origine. On nous racontait que je me disais, j'étais tout petit, c'est qui ce Mazir? Il vient d'où? Etc. Et puis on nous a asséné un certain nombre d'histoires sur toutes les dynasties qui sont venues au Maroc. Et arrivé à un âge où aujourd'hui, il y a aussi la question de l'identité qui se pose avec acuité dans la société marocaine, et on se pose beaucoup de questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et c'est à partir de là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire en allant scruter l'histoire du Maroc, de dire de faire redécouvrir un lectorat qui a fait soit la mission, soit même l'école, et qui a survolé cette histoire, et qui, en face à des grands historiens marocains, mais avec des livres très didactiques, très difficile d'accès. Et j'ai beaucoup d'amis qui me disent, quand je lis par exemple même notre Amir Da'allali, etc., sur l'histoire du Maroc, je dois prendre des notes. Et moi, ça m'a tout de suite interpellé. Je me suis dit, je dois fabriquer un livre qui raconte l'histoire du Maroc, l'histoire de la civilisation marocaine, sans que ça soit didactique, que ça soit simple d'accès, que ça soit vraiment dans un langage très simple, pour que le public, mon public, que j'estime être entre 7 à 97 ans, puisse le lire sans aucun problème et puisse le découvrir à tout âge. Et je suis très heureux d'apprendre aujourd'hui que ce livre qui vient de sortir il y a 1 mois et demi est aujourd'hui best-seller au Maroc, numéro 2 des ventes après Sinabil Moulin, qui est un véritable historien. Ça me fait plaisir parce que les gens aiment mon livre et me donnent envie de continuer à écrire sur la civilisation marocaine. Là, c'est le tome 1. Le tome 2 va sortir en juin, il est à l'édition. Et je compte même sortir un tome 3. Mais je parlerai certainement de l'Andalousie.
parce Ok. que l'histoire andalouse est aussi une histoire marocaine. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, il y a à peu près dans ce livre 23 chroniques. Oui. Dans ce premier tome, j'aimerais savoir comment s'est fait le choix des histoires que tu racontes, parce que chaque chronique, c'est une histoire. Avec, et en fait, tu n'as pas respecté l'ordre chronologique. C'est des histoires portées par des personnages, et puis à travers le personnage et la petite histoire, on va vers la grande histoire. Donc, j'aimerais savoir comment s'est fait le choix des 23 chroniques. Alors, effectivement, comme tu le dis très bien, il n'y a pas d'ordre chronologique parce que je ne veux pas raconter l'histoire du Maroc de Jugurtha ou de Hannibal jusqu'à Mohamed VI. Non, je voulais vraiment que ce soit des histoires qu'on peut prendre indépendamment, qu'elles ne soient pas très longues, d'accord, et qui puissent nous interpeller. Souvent, dans l'actualité, dans des revues magnifiques comme celle de Zaman, etc., il y a des personnages historiques qui sont relatés, et en les retrouvant dans mon livre, moi, j'en parle un peu plus. Et j'ai choisi la première histoire parce que c'est quelque chose qui m'a toujours été, c'est-à-dire qui est resté dans ma mémoire. Un jour, ma mère, Allah yarhamha, m'avait parlé de la notoriété de Sultan Talaba à Fès. Et je voulais raconter cette histoire de Sultan Talaba parce que c'est la première fois au Maroc, au XVIIe siècle, que savoir et pouvoir vont se retrouver de manière intimement liée, alors que ce rapport existait bien avant, bien sûr à l'époque des Mérinides, des Almohades, etc. Mais c'est la première fois où les sultans du Maroc décident que le lauréat de l'Qaraouin pouvait devenir sultan pendant une semaine. Et c'est toute l'histoire de l'arrivée de la dynastie alaouite, sous laquelle nous sommes toujours, à partir d'un étudiant qui est venu de son improbable oasis du Tafilal pour suivre ses cours à l'Akhawain et qui se retrouve à l'Akhawain. Lapsus révélateur, mais c'est la même chose, al-Qarawiyyin, et qui se retrouve embarqué dans une histoire Qui devient sultan. Et à partir de laquelle il devient sultan. Et il est aidé par ses amis et surtout ses acolytes de l'Qaraouiyyin. Et ils vont prendre de force dans une allégorie à l'histoire du cheval de Troie. Donc ils vont prendre la forteresse Ibn Mash'al, Aaron Ibn Mash'al, qui était un petit roitelet juif qui était à l'époque quand il y avait la guerre civile au Maroc, après la fin de la dynastie saoudienne, pendant 50 ans. Et ce roitelet exigeait qu'une femme lui soit délivrée, enfin une jeune fille vierge lui soit offerte par les gens de Fès. Et les gens de Fès vont aller trouver Moulay Rachid, et c'est à partir de là qu'il va prendre la forteresse. Ils vont tuer Ibn Mash'al, et les gens de Fès, en remerciement, vont porter Moulay Rachid à la tête. Et c'est comme ça que la dynastie alaouite va vraiment démarrer avec le premier sultan, Moulay Rachid. Après, il y aura son frère Moulay Ismaïl, et ainsi de suite. Donc, depuis 350 ans, alhamdoulilah, et on est très bien sous cette dynastie. Oui. Alors, avant de revenir aux autres chroniques, j'aimerais juste savoir un petit détail, connaître est-ce qu'on a assez de ressources pour justement remonter le fil de l'histoire? Est-ce qu'on a assez d'écrits? Est-ce qu'on a assez de recherches? Bien sûr. Ou alors, beaucoup d'époques et de périodes restent de l'ordre du fantasme ou de la fiction? Jusqu'à la fin des années 60, tous les historiens marocains étaient formés à l'école française. D'accord. Les premiers grands historiens marocains, quand on prend Germain Ayyash, etc., sont formés à l'école française. Et l'école française, effectivement, a été la première, notamment dans l'aspect archéologique, a été la première à faire redécouvrir un grand pan de l'histoire marocaine. À partir des années 80, des années 90 et même des années 2000, on a une nouvelle école d'historiens marocains qui sont parfaitement bilingues, parce que toute cette histoire que je raconte, elle existe dans les ouvrages arabes. Oui. Et beaucoup d'ouvrages arabes ont été traduits par les orientalistes, d'accord, par beaucoup de gens, hein, que ce soit Lévi Provençal, que ce soit... Il y a beaucoup d'historiens européens qui ont traduit, mais qui ont traduit sous leur prisme.
qui était beaucoup plus associé à une préparation du colonialisme et même plus à l'affirmation d'un colonialisme. Il va se poser la question, alors il y aura beaucoup de ressources, même à partir de 1956 à l'indépendance, mais se posera un premier problème. Qu'est-ce qu'on allait enseigner après l'indépendance aux petits Marocains? Donc on va prendre le choix de dire que nous avons une histoire arabo-musulmane avec un démarrage du Maroc en tant qu'État-nation à partir de Moulay Idriss Ier en 789. Ce qui on ne peut plus faux. Et parce que justement cette élite qui a fabriqué les premiers manuels sous l'influence de beaucoup de Marocains arabisants qui ont été dans les écoles de Mashriq. Allal Fassi, Abdullah Gunnoun, tous ces gens-là étaient influencés par Mohamed Abdo, par Rachid Reda, etc. et qui étaient dans une mouvance salafiste en quelque sorte, pour fabriquer une nouvelle nation qui était sous le joug du protectorat pendant 42 ans, où le protectorat a eu des velléités de christianisation de la société, même de segmentation de la société marocaine entre arabes et berbères. Ouais. Mais maintenant, alhamdoulilah, il y a une réécriture et une réinterprétation des textes, notamment par Nabil Mouline, notamment par Mouna Hachim, notamment... Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est, je dirais pas trop tard, parce que c'est un peu pessimiste, mais est-ce que le mal n'est pas déjà fait? Non. Quand on se retrouve avec des Marocains, de père en fils, même Amazir, et qui refusent, qui te disent on est arabe, on est 100% arabe. Non, parce qu'encore une fois, beaucoup de gens regardent le Maroc comme étant un pays qui n'existe que depuis 1956. Nous sommes sous la 7e dynastie, encore une fois. Il y a eu 7 dynasties dans ce pays, dont 4 viennent du Sahara, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc nous avons le temps pour nous. Nous ne sommes pas une république, nous ne sommes pas sur des échéances électorales, tous les quinquennats, etc. Un roi, il est là sur 30 ans, 40 ans, puis lui succède un autre roi et ainsi de suite. Donc nous avons le temps pour nous. Mais ce qui a été formidable depuis 24 ans, c'est la volonté de Sa Majesté, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, d'avoir porté la question amazigh au centre du débat sociétal, d'avoir reconnu la langue amazigh. Même si moi je suis beaucoup plus réservé sur le tifinagh, j'aurais aimé que ça soit des lettres arabes. Ou français. Ou françaises pour qu'on puisse se rapprocher. Débat, en fait. Bon, Malinesh, mais on ne va pas, c'est un débat polémique. Et j'ai mes raisons pour dire que le tifinagh n'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que nous avons la langue de l'islam. Et cette religion nous a unis. Depuis que les Arabes sont arrivés au Maroc en 644, d'accord, que l'islam est là, ça fait plus de 1000 ans, qu'on n'a pas arrêté dans ce pays de psalmodier le Coran. Et la psalmodie du Coran, elle est beaucoup plus dans le pays amazigh, c'est-à-dire dans le nord, dans le Rif, dans le Souss, etc. Et que cette langue qui est magnifique, qui est l'arabe, est notre lien, notre ciment. J'aurais aimé que les gens qui ont une locution arabe puissent venir vers nous, vers notre civilisation berbère, avec des lettres, avec des mots qu'ils puissent comprendre. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je reviens sur la chose, sur la question amazigh. C'est une affirmation, c'est une reconnaissance. Mieux que ça, aujourd'hui, même l'ADN, quand on fait aujourd'hui des prélèvements ADN, ben, il n'y a plus de Marocains vraiment à 100% arabes, etc. Nous sommes le fruit d'un grand mélange. Et ce mélange est extraordinaire. D'accord? Et pour rappel, la dynastie qui a arabisé le Maroc et qui l'a islamisé, c'est une dynastie berbère, ce sont les Almohades qui viennent de Tinmal. Et c'est des gens qui faisaient leurs prêches. Le Mahdi Ben Soumart faisait des prêches en berbère, écrits avec des lettres arabes pour qu'ils puissent... Absolument. Donc, moi, je suis contre toute idée de segmentation, toute idée de séparation, ou même de séparatisme dans la nation marocaine. Et c'est là où je dis qu'aujourd'hui, ce livre, je le veux pour tous les Marocains, parce que je veux beaucoup plus qu'ils soient fiers de leur civilisation qui est un mélange de populations qui sont venues de différents lieux du monde pour se retrouver sur cette terre toujours improbable du Maroc, très peu hospitalière, hein, à part le Kala, Chaoui, etc. Tout le reste, c'est de la pierraille et des montagnes, pour fabriquer une civilisation qui va s'exporter en Andalousie, qui va rester 7 siècles en Europe, qui aura beaucoup d'influence. Et les passages vers l'Europe de la science, on l'oublie souvent et on ne le dit pas assez. Ça s'est fait à travers le Maroc. Ne serait-ce que les chiffres qu'on appelle les chiffres arabes,
et le zéro inventé par Khwarizmi, tout ça est passé en Europe grâce à Fibonacci qui était au Maroc, son père était commerçant et Fibonacci était il commençait à faire des mathématiques. Et c'est lui qui va rentrer, il va faire arriver ces chiffres arabes qui aujourd'hui ont fabriqué l'informatique, grâce à laquelle on ne peut plus rien faire. Le 0 et le 1, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui est à la base de l'informatique. Donc je dis encore une fois, le Maroc est une très grande nation qui a une civilisation extraordinaire et je veux que les Marocains soient fiers si ça les intéresse, encore une fois, à travers mon livre, et je ne suis pas historien et que pour moi c'est beaucoup plus une introduction à l'histoire du Maroc, je les invite à approfondir donc ces connaissances historiques dans des ouvrages beaucoup plus doctes, beaucoup plus scientifiques que le mien. Mais je joue mon rôle de citoyen, éclaireur, je passe le relais vers les générations futures parce qu'encore une fois, aujourd'hui l'actualité elle est remplie de quoi? Les Algériens nous ont pris le kaftan, ils nous ont pris le zellij, ils nous ont pris... Et on commence à se poser d'où c'est venu toutes ces histoires. Absolument. Et si on revenait un petit peu, même ces histoires de zellij, de kaftan, etc., nous ne les avons pas inventées. Elles sont arrivées vers nous, mais nous les avons changées, amalgamées, adaptées et marocanisées. Même l'islam que nous avons au Maroc est un islam marocain. C'est un islam soufi. Et d'ailleurs, mon ami Yasmina Sbehi qui a écrit sur ça, sur le soufisme, sur les femmes savantes dans le Sahara marocain, il faut lire son livre, il est extraordinaire. Donc le soufisme est né au Maroc à une période chez les Mérinides pour dire qu'il y a une autre façon d'approcher Dieu et que c'est pas simplement sur les hadiths et sur le Coran, etc., qui sont là, ils vont pas les enlever, mais une élévation de l'âme, d'accord, qui n'est faite qu'au Maroc. Je pense qu'avoir été... Voilà, donc, très bien. Alors, il y a aussi dans tes références, parce que j'ai parcouru la bibliographie, dans tes références, il y a aussi des ressources un peu moins académiques, disons, des blogs sur Internet. Bien sûr. Alors, est-ce que tu n'as pas craint de tomber dans l'anecdote, de quelque chose qui n'est pas vérifié? Mon ouvrage est déjà anecdotique. C'est pour ça que je l'ai appelé Petite et Grande Histoire. Et la grande histoire est souvent une petite histoire. C'est souvent, vous savez, à force de lire l'histoire, il y a les grandes conquêtes, les choses, etc. Ça arrive de manière simple parce que ce sont, encore une fois, on l'oublie souvent, ce sont des êtres humains qui écrivent l'histoire. Absolument. La conquête de l'Espagne, on la raconte souvent sous un angle un peu politique, etc. C'est la simple histoire d'un comte romari qui s'appelle le comte Julien, qui était à Ceuta, qui avait envoyé sa fille Florinda à la cour du roi d'Espagne, Visigoth, Roderick, pour qu'il y apprenne les bonnes mœurs de la haute société pour qu'après elle puisse être un bon parti pour un duc ou un comte. Et puis ce roi va lui faire mal, va la violenter, etc. Et puis c'était un crime d'honneur et son père, pour se venger, il va aller voir les Arabes. Bon, il va aller voir d'abord Tariq Ben Ziyad. Il va lui dire voilà ce qui s'est passé. Ils vont voir Moussa Ben Nusayra à Tunis et ils vont décider d'y aller. Mais avant d'y aller, ils ont tellement peur de franchir Bahr al-Zuqaq, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar, qui est porté sur la mer d'Alboran, Bahr al-Burhan, qui va de Tétouan jusqu'à Hussima, qui est une mer difficile à traverser à l'époque pour les embarcations à voile. Et ils vont envoyer quelqu'un qui s'appelle Tarif Ben Shim'oun. C'était un ancien juif islamisé, qu'on appelait les Moualla. Les Moualla sont des autochtones islamisés, qui va traverser, il va donner son nom à Tarifa, que vous connaissez tous. Tariq Ben Ziyad va y aller un an après, le 25 avril 711. Ils vont traverser. Souvent, dans l'école, on nous dit... Et puis Tariq Ben Ziyad a traversé avec ses bateaux et en arrivant, il a mis le feu. Voilà, le Bahr Amamikum, et tu vois la tirade, elle fait 20 pages. Le gars, il vient d'être se convertir à l'islam, il comprenait absolument pas l'arabe, et il le dit dans un arabe châtié. Et puis on dit, il a brûlé ses bateaux. Or, les bateaux ne lui appartiennent pas, ils appartiennent à Julien. Et un an après, quand Moussa Ben Nusayr traverse avec 7000 soldats, c'est toujours Julien qui prête les bateaux. Donc, cette histoire, encore une fois, qui est actée aujourd'hui dans les ouvrages arabes autant que dans les ouvrages européens.
Donc ce n'est pas une histoire à remettre en cause, mais c'est un exemple que je donne pour vous dire comment on a pris des libertés avec l'histoire réelle pour fabriquer un dogme politique et une certaine arabité d'un État qui est tout sauf arabe à 100%. Il est arabe, mais il est aussi juif, il est aussi amazir. D'accord? Il est chrétien surtout. Oui. Parce qu'on a effacé toute trace de la chrétienté. Le Maroc, quand les Arabes arrivent, est un pays chrétien. Toute l'Afrique du Nord, de la Libye jusqu'aux les premières escarmouches qui se sont déroulées. L'Europe a été christianisée à partir de l'Afrique. Mais qui va effacer tout ça? Saint-Augustin, qu'on connaît très bien, il vient de chez nous, absolument. Il vient d'Algérie. D'accord? Très bien. Et on va effacer toute cette histoire. Ce sont les Almohades. Encore une fois, dynastie berbère, de Tinmel, de vrais sectaires. D'accord? On parlerait de Daesh aujourd'hui. D'accord? Qui ont pris le pouvoir au Maroc, aux Almoravides, qui vont non seulement décimer toute trace de chrétienté au Maroc, mais ils vont décimer aussi une très grande dynastie berbère qui va naître en 740 à partir de la 3e intifada berbère contre le pouvoir des Arabes. Les Marocains n'ont jamais été contre l'islam. Ils ont été contre les chefs arabes qui les humiliaient. D'accord? Et c'est encore une fois Salih ben Tarif, le fils de Tarif dont je viens de vous parler, qui va créer une religion berbère de 80 sourates. Avec un Coran berbère. Berbère. Et il priait 5 fois le jour et 5 fois la nuit. Et il n'y avait pas de muaddin, il y avait le coq, et puis il n'y avait pas de limite à la polygamie, et puis. Et c'est une dynastie qui va rester 350 ans, qui va régner de Oued Bourgreg jusqu'à Oued Omar Bey. C'est la 2e grande dynastie qui a régné au Maroc, mais dont on ne trouve plus les traces. Pourquoi? Parce qu'elle a ce semblant hérétique. D'accord? Et que c'est une dynastie amazigh, et que ce sont encore une fois les Almohades qui vont la décimer au XIIe siècle. D'accord? Il n'y a plus de traces aujourd'hui de Barghouata, et pourtant, on est dans leur territoire. Leur capitale, c'était Anfa. Et j'en parle dans mon livre pour que les gens comprennent que le Maroc, c'est beaucoup de dynasties, c'est beaucoup d'apports, c'est beaucoup de choses. En plus de ça, même les dynasties, il n'y en avait pas une qui s'éteignait avant que l'autre ne vienne. En fait, certaines dynasties ont cohabité à un certain moment. La seule dynastie qui a le plus régné au Maroc, c'est la dynastie alaouite. Ça fait 360 ans qu'ils sont là. Avant elle, c'était les Barghouata, mais toutes les autres dynasties n'ont régné qu'un siècle et demi au grand maximum. D'accord? Ce qui a fait la force de la dynastie alaouite, c'est quoi? C'est d'avoir que les sultans du Maroc ont compris que la puissance de ce pays n'était pas de rester dans un clan comme les Mérinides, comme les Almohades, etc. Ils se mariaient entre eux, se passaient le pouvoir entre eux, et puis ils mouraient au bout d'un siècle. Non, c'est d'aller prendre des alliances dans toutes les tribus marocaines, et vous trouvez toujours dans le sang des sultans marocains et des rois du Maroc, toujours un ADN qui a été fabriqué à partir des apports de plusieurs régions, Donc, ce qui fait que la dynastie marocaine actuelle, le roi du Maroc actuel, est la somme de tous les apports des Marocains partout, où les sultans anciens ont pris des femmes dans toutes les tribus, pas simplement pour avoir des alliances, mais pour avoir une nation unie et solidaire. Et c'est ça qui fait la puissance de notre pays. Parce qu'encore une fois, la monarchie marocaine, c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire même la dynastie la plus ancienne, au même titre que la monarchie la plus ancienne, c'est celle du Japon, bien sûr, et celle du Maroc, juste après. Bon, le Japon étant une île, donc ils sont entre eux. Mais le Maroc est quelque part aussi une île, parce qu'il est entouré de dangers, il est entouré de convoitises, mais qu'il a pu résister. Mais il n'est pas isolé, c'est un carrefour de rencontres et tout ça. C'est un carrefour de rencontres qui a toujours attisé les convoitises. On a toujours voulu du mal à ce pays. D'accord? Nous sommes un peuple de conquérants. L'une des plus grandes dynasties au monde, et de règne au monde, c'est la dynastie almoravide. Il y aura les Almohades après, tout aussi puissants. Vous imaginez un peu, au XIIe siècle, il y avait je vais retrouver juste la citation, et c'est Georges Duby. Georges Duby, l'historien de la Méditerranée et du monde médiéval, il disait qu'au XIIe siècle, il n'y avait pas une planche qui flottait en Méditerranée sans que les Almohades n'en soient au courant. Vous imaginez la puissance en Méditerranée, d'accord?
c'est des dynasties qui sévissaient des Pyrénées jusqu'au fin fond du Sénégal, qui allaient jusqu'au fin fond du Congo. C'est prouvé aujourd'hui. D'accord? Et on avait des ambassadeurs, etc. Et puis on parle de cette histoire du Sahara, et on y revient sur les 7 dynasties qui règnent au Maroc depuis Jules César, d'accord, moins 50 avant Jésus-Christ, jusqu'à présent. 4 viennent de ce Sahara. On ne peut pas nous le contester, parce qu'une part de notre pays, de notre civilisation, elle vient de ses racines. D'ailleurs, quand Sa Majesté Hassan II disait que le Maroc prenait ses racines au fin fond de l'Afrique, et les feuilles, enfin il avait ses feuilles en Europe, il ne disait qu'une réalité évidente, qu'on nous conteste, que tout le monde nous conteste. Vous savez que quand la reine Isabelle d'Espagne arrive, bon, elle prend avec son mari Grenade en 1492, etc. Bon, sur son lit de mort, en 1506, qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit « Je recommande à mes successeurs, rois ou reines d'Espagne, de faire en sorte que plus jamais les morts ne puissent revenir chez nous. » Les morts marocains, ils sont venus un 25 avril 711, ils voulaient juste laver l'honneur d'un comte wisigoth à Ceuta, ils sont restés 7 siècles. Donc pour vous dire, encore une fois, et c'est pour ça que les Espagnols, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer Ceuta, qui était portugaise, depuis 1415. Ils vont la récupérer en 1485. Melilla va être récupérée à peu près 2 ans après. Et ils vont prendre attache dans tout le Maroc. Mogador, Mazagan, Agadir, etc. Pourquoi? Pour nous empêcher de revenir en Espagne. Quand les Espagnols arrivent au Maroc en 1884, qui prennent attache au Sahara, ils vont construire quoi? Ils vont construire un petit, soi-disant, un petit port de pêche à Dakhla, qu'ils vont nommer Villa Cisneros. Et c'est qui ce Cisneros? C'était le confesseur de la reine Isabelle, était le patron de l'Inquisition. Vous imaginez, c'est ça les trucs. Et puis quand ils nous prennent le Sahara, ils le prennent au Maroc. C'est le Maroc qui donne une autorisation pour de la pêche. Et puis, on lui prend son Sahara. Le Sahara de l'Est, les territoires de l'Est, dont Bchar, Tindouf, Tidikelt, Ain Saleh, le Gourara, le Touet, tout ça est marocain. Absolument. Depuis le Mansour Dahbi, à partir de 1591. D'accord? Et d'ailleurs, le Touet, pourquoi on l'appelle le Touet? Ce sont les soldats marocains qui appellent cette région le Touet, parce que les soldats qui sont partis en 1591 pour envahir le Mali vont attraper un mâle dans cette oasis qui s'appelle le Touet. Et nous avions un pacha marocain à Tombouctou depuis 1591 jusqu'en 1853. Et jusqu'en 1912, les Maliens, les Sénégalais, les Nigériens, les Guinéens venaient au Maroc faire allégeance au sultan du Maroc. Donc aujourd'hui, si on voit que tous ces Africains portent pratiquement Sa Majesté Mohamed VI en nu, c'est que cet islam marocain, non seulement il a prospéré dans ces régions d'Afrique, mais il est resté vivace. D'accord? Et on a des santons, Tijani, enfin Fès, etc., qui sont vénérés par les Africains. C'est ça la puissance du Maroc, c'est ça le soft power marocain. C'est sa religion, c'est ses hommes de foi, ses hommes d'honneur. Parce qu'encore une fois, pourquoi on vient vers le Maroc? Parce que les sultans du Maroc, à travers les âges, ont toujours été des protecteurs, ont toujours été des gens généreux, généreux avec leurs voisins. Et ce que nous avons fait, que nous avons apporté comme aide aux Algériens à l'époque de 1830, quand les Français arrivent en Algérie, les gens de Tlemcen font allégeance au sultan du Maroc. D'accord? Moulay Abdelrahman Ben Hicham. D'accord? Parce qu'ils ne veulent pas rester sous l'autorité des Français. D'accord? L'Amir Abdelkader, son père est un Idrissi de chez nous qui était représentant du sultan à Tlemcen. D'accord? Et nous aidons
l'Amir Abdelkader. Et nous avons beaucoup de problèmes après. Nous allons perdre une bataille à la bataille d'Isli en 1843, etc. À l'indépendance du Maroc, le Maroc refuse la récupération de ces terres du Sahara. Tindouf, qui est marocain jusqu'en 1932, qui n'est annexé qu'en 1950 par les Français. Et la France veut nous la rétrocéder. Et on ne veut pas, on dit, on va faire confiance à nos amis algériens jusqu'à ce qu'ils accèdent à leur indépendance. Et puis ils nous tournent le dos, puis ils nous attaquent en 1963, puis en 1975, et ainsi de suite. Mais nous sommes là. Pourquoi nous sommes là? Vous ne trouverez jamais un Marocain. Ça, c'est unique. C'est quelque chose dans notre ADN. Aujourd'hui, vous lui posez la question d'aller au Sahara, de défendre un gramme de ces terres, il te dira oui. Tu ne diras jamais non. Ce qui est exceptionnel. D'accord? C'est-à-dire ces terres, aujourd'hui, avec toutes nos différences, avec toutes nos spécificités, cette terre, elle est en nous. D'accord? Quelles que soient nos confessions, quel que soit notre arrière-grand-père, qui soit venu du Yémen, qui soit venu de Sicile, qui soit venu Il y a même des Marocains qui sont descendants des Irlandais, qu'on a été chercher au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, en Islande, dans les îles Féroé, qu'on a ramené au Maroc, et qu'on a kidnappé à l'époque, et qu'on a, après... Ben, tu me permettras, parce que sinon on n'aura pas le temps de parler de tout. Justement, tu évoques un aspect très intéressant, c'est l'attachement au Maroc, à cette terre, de gens qui sont issus d'ailleurs. Justement, tu évoques, je pense, 2 ou 3 chroniques de personnes qui sont venues, oui. Soit qui ont été kidnappés, soit qui ont embarqué dans des bateaux de pêche ou de commerce et qui se sont installés au Maroc, qui se sont peut-être convertis à l'islam ou pas, mais qui ont occupé des postes importants et qui sont devenus de vrais Marocains, oui. Plus Marocains que les Marocains. Oui. Et en fait, justement, ça, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce que aujourd'hui, on est dans une époque où l'origine compte énormément. Oui. Où on dit forcément, oui, toi tu es français, mais tu es d'origine marocaine, et toi tu es d'origine congolaise. Et on a l'impression que cette question d'origine compte beaucoup, alors qu'à l'époque, il suffit que tu prêtes allégeance justement à un territoire, à un sultan, pour devenir pleinement citoyen. C'est Stefan Zweig qui racontait dans un livre, je m'appelle l'Europe d'hier ou quelque chose comme ça, qui disait qu'avant 1914, il n'y avait pas de passeport et qu'on pouvait prendre le train à Paris et d'aller à Istanbul, personne ne nous refusait le truc. Donc à partir de 1914, on instaure non seulement les passeports, mais le côté qui est clivant de cette affaire, c'est qu'on nous empêche d'être dans une communion d'esprit, une communion d'origine, une communion de culture et d'idées. Ce qui existait toujours dans le plus haut Moyen-Âge, je peux vous donner des exemples. Ibn Khaldoun, bon, sa famille est née en Tunisie, lui-même, bon, il a fait ses études à Cordoue, on l'a adopté. L'Issendine Bel Khatib, la même chose, donc qui était grand vizir, qu'on appelait Dul Wizaratain, Wizarat Seyf ou Wizarat al-Qalam, et qui est enterré à Fès. D'ailleurs, Bab Mahrouk, si vous connaissez, le nom de Bab Mahrouk, il est en référence à ce malheureux de l'Issendine Bel Khatib que des mercenaires ont déterré de sa tombe et lui ont mis le feu. Donc, il y a d'autres savants. Je vous ai parlé tout à l'heure de Fibonacci, mais il y a aussi des savants. Ibn Rushd. Ibn Rushd est né en Espagne. Il a fini sa vie au Maroc. C'était le médecin personnel de Yaqub el-Mansour. Et c'est lui qui était le directeur du projet de la Koutoubia. Et c'est lui qui va construire la deuxième Koutoubia. Et c'est lui qui va l'orienter. Il va trouver l'orientation vers la Mecque. Donc, il y a des gens comme ça. Et ça, je ne cite que les grands savants. Mais même les Marocains aujourd'hui, aucun Marocain ne peut me dire d'où vient son arrière-arrière-grand-père, d'accord? Dans ce pays, on s'est inventé beaucoup de choses. On s'est inventé les ascendances chérifiennes, hein, où tu trouves beaucoup de Lella et de Sidi, et tu ne sais même pas d'où ils viennent, d'accord? Et tu trouves beaucoup de Shorfa, tu ne sais pas d'où ils viennent. Donc il y a beaucoup de... Et c'était aussi...
quelque chose qui est devenu une façon d'être chez beaucoup de dynasties. C'est-à-dire à partir des Mérinides, si vous n'avez pas une ascendance chérifienne, vous ne pouvez pas gouverner. Et donc, toutes les dynasties qui vont venir après vont se dire, je descends de Mohammed, je descends d'Amar ibn Khattab, je descends d'Abu Huraira, ainsi de suite. Mais toujours est-il que ce n'est pas dérangeant. Ce n'est pas dérangeant. Ça, c'est pour le cas, par exemple, tu as quand même cité pas mal de personnages connus musulmans. Oui. Mais là, je te parlais aussi de chrétiens, de purs chrétiens. Bah, les Sqalli de Fès viennent de Sicile. Dans le film. Les Benchkaron, Cohen, Bennani, Barrada, etc. sont des Juifs d'Espagne. Et pourtant, ce sont aujourd'hui des Marocains à 1000%. D'accord? L'essentiel par rapport à la terre, c'est pas d'où on vient. Qu'est-ce qu'on bâtit sur notre nouvelle terre? Sauf que les Marocains sont le seul peuple au monde qui peut partir partout. Il reviendra toujours au Maroc. Parce que l'attachement à cette terre est unique. D'accord? Et les différences, les spécificités de la nation marocaine est une immense richesse pour nous. D'accord? Parce que vous avez autant de parler qu'il y a de tribus au Maroc. Il y a 3500 tribus au Maroc et vous avez 3500 dialectes. Bien sûr, ils sont portés par de grands dialectes, le tarifite, le tachlhid, le tamazir, mais dans ça, vous avez des occurrences, des tournures de phrases, et puis ces langues véhiculaires, comme le berbère, enfin l'amazir. Les trois quarts de cette langue, il y a beaucoup de mots arabes, comme dans notre Darija, qu'on a inventé en Andalousie. On ne l'a pas inventé au Maroc, mais inventé par des Marocains en Andalousie. Il y a plus de 60 mots d'amazir. Le fakaron, plein de choses, moi, je peux vous citer. Ce sont des mots berbères. Donc, c'est cet amalgame, cette fusion des idées, des intelligences, des vivre ensemble. Le Maroc peut donner des leçons de vivre ensemble au reste du monde, parce que c'est ici où les Juifs ont été protégés en premier lieu. Alors à Fès. Justement, ma question avant-dernière, c'était sur les Juifs. Et les Juifs, en fait, l'histoire des Juifs, tu nous parles de protection, mais il y a aussi une réalité qui est de la discrimination aussi. Vous savez, les Juifs, c'est comme toutes les autres minorités. C'est pour ça que l'islam crée le jizya, pour que les gens qui veulent pas de l'islam comme religion payent un impôt, etc. Mais il a une obligation de les protéger, sauf que on les a pas vraiment protégés. Donc les minorités, pas simplement les Juifs, mais beaucoup d'autres minorités aussi qu'on ignore souvent, même au XXe siècle, les Bahaïs qui étaient à Nador, on les a envoyés en prison en 65. Donc pour vous dire encore une fois. Donc les Juifs vont être discriminés, comme toutes les autres minorités. Mais les premiers sultans et les premiers souverains au monde qui vont les protéger sont les Mérinides. Une fois qu'ils vont bâtir Fès Jdid, ils vont sortir Fès el-Bali où il y avait Adouat el-Qarawin ou Adouat el-Andalus, et qui vont bâtir un nouveau quartier qui s'appelle Fès Jdid où il y a le palais du sultan actuel. Ils vont aller construire dans un lieu où on faisait débarquer les blocs de sel qu'on appelle le Mellah. Mais ils n'avaient pas le droit d'étendre leur quartier. Ils n'avaient pas le droit de sortir leurs ordures ménagères. Donc ils vivaient avec leurs ordures dans un lieu où ils ne pouvaient construire qu'en hauteur. Mais toujours, ils étaient protégés. Ils vont connaître des discriminations après, etc. Mais c'est le Maroc qui va construire dans toutes les grandes villes des mellahs pour protéger les Juifs. Avant qu'on les appelle ghettos en Europe de l'Est, etc. Mais ça va venir beaucoup plus tard. D'accord, 2-3 siècles après. Et ce sont les Marocains qui vont mettre les premiers aux Juifs, les premiers redingotes noires pour les distinguer, et c'est les premiers qui vont leur mettre un signe distinctif. D'accord? Bon, on saura ce que ça va être utilisé après contre eux. Mais en 1853, arrive un Anglais qui s'appelle Moses Montefiore, dont je raconte l'histoire dans le livre, justement parce qu'il y a eu une énième persécution des Juifs, notamment une sainte dame qui s'appelle la Zoulékha, qui est aujourd'hui vénérée autant par les Marocains que par les musulmans, que par les Juifs,
qui va refuser de se donner à un Marocain, on va la fustiger, enfin l'accuser d'apostasie, etc. Parce qu'on lui a dit tu as changé de religion entre-temps, etc. Le sultan lui-même pourra rien faire. Mohammed IV, il voulait l'épouser, elle voulait pas, elle voulait rester dans sa religion, on va la tuer. Donc ça va faire un immense scandale, surtout en Europe. Et cet Anglais, qui était un grand financier, qui prêtait de l'argent à la couronne d'Angleterre, qui s'appelle Moses Montefiore, dont les descendants vont prendre racine à Essaouira, et ils vont se marier avec une famille des Saouira juifs qui s'appelle les Sebag. Ils vont donner les Sebag Montefiore, donc, dont vous avez les descendants qui sont de grands écrivains, notamment l'historien de Jérusalem. Et donc ce Moses Montefiore va obtenir le premier dahir, signé par un sultan du Maroc, de protection définitive des Juifs. Et c'est à partir de là que Sidi Mohammed IV va donner l'autorisation de la création de l'Alliance juive. Et c'est à partir de là que les Juifs du Maroc vont petit à petit prendre un autre chemin par rapport à la nation marocaine. Ils vont être beaucoup plus tournés vers la France, et ils vont beaucoup émigrer à partir du la deuxième moitié du 19e siècle, notamment aux États-Unis, notamment au Canada. Et il y a un superbe endroit qui a été créé par André Azoulay, qui est Beit Dakira, qui est conseiller de Sa Majesté le Roi. Et je vous invite vraiment à aller voir, parce qu'il y a toute l'histoire vécue par les Juifs du Maroc. On leur doit quoi, les Juifs du Maroc aussi? On leur doit beaucoup dans beaucoup de choses, dans la gastronomie, les sciences, etc. Maïmonide, qui était à l'époque des Almohades. Très bien. Moïse Maïmonide a été musulman 14 ans avant de redevenir juif. D'accord? Et il écrivait en arabe avant d'écrire en hébreu plus tard. Et c'était l'un des finisseurs, si on dit, de la religion juive. Le thé, qu'on connaît, le thé marocain, etc. Eh ben, c'est un Anglais qui n'arrive pas à vendre sa cargaison en 1855 parce qu'il y avait un blocus au niveau de la Crimée. Il y a toujours d'actualité la Crimée. Donc il tournait un peu en Méditerranée, il atterrit à Essaouira et il vend sa cargaison à des Juifs marocains. Et les Juifs marocains vont commencer, parce qu'ils ont tout un bateau de thé, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ben, ils vont le distribuer partout dans les souks. Ça va arriver aux oreilles du sultan. On va lui ramener ça, il va trouver assez âcre comme boisson. Il va décider d'y mettre un morceau de sucre, de mettre un peu de menthe, d'accord? Et on va marocainiser le thé, d'accord, qui vient de Chine à travers les Anglais. Et on va, à travers toujours les Juifs avec leurs cousins d'Angleterre, on va convaincre un grand industriel d'ailleurs qui a son magasin juste là, Lourite, pour nous fabriquer la théière. La théière est anglaise, on l'a marocanisée. Et les Marocains vont aller en Russie chercher le samovar, le babor, pour chauffer l'eau. C'est ça que je vous dis que c'est important. Et aucune famille marocaine, là où vous rentrez en 2024, vous ne trouverez une théière marocaine qu'on vous serve du thé. Et ce thé, encore une fois, venu de Chine, est devenu marocain. Et le meilleur thé, encore une fois, il nous vient d'où? Il nous vient du Sahara. Le Dermis dont on parle, le 4102, qui est le code le meilleur thé au monde. D'accord? Quand nous vont au Sahara, tout le monde dit « Ah, c'est le thé du Sahara ». Il n'y a pas de thé au Sahara. C'est juste des Sahraouis qui ramènent du thé de Chine, ils le remasterisent à Dakhla et nous le vendent. Voilà. Alors, une question qui m'intéresse à titre personnel. J'ai deux questions à titre personnel. Vraiment, je vais faire de l'abus. Donc, la première question, elle concerne la présence des femmes. Tu as cité pas mal de figures féminines dont on n'entend pas énormément. Bien sûr, on connaît tous Zineb Nefzaouia, Touda, Khrboucha et tout ça. Mais j'ai eu l'impression que tu en parles avec respect et avec amour. Est-ce que tu penses que l'histoire du Maroc a été injuste vis-à-vis de ces femmes, qu'elle n'a pas été assez respectueuse de ce qu'elles ont fait? L'histoire du monde a été injuste avec les femmes. Ça démarre comment? Au départ, on a des déesses. Et quelqu'un a décidé qu'il n'y a plus de déesses femmes, et on va parler des dieux. Donc ils vont devenir des masculins, enfin des hommes. Enfin, voilà. Donc c'est depuis la nuit des temps.
il y a première ségrégation, et ainsi de suite. Mais ce que l'histoire, bien sûr, elle a toujours été, elle n'a pas été tendre avec les femmes. Sauf que toutes les décisions, à travers l'histoire, moi je le raconte, je vais le raconter dans le tome 3 qui sort en septembre sur l'Andalousie, qui va s'appeler Petite et grande histoire de l'Andalousie. Et je dis souvent que notre présence en Espagne, qui a duré 700 ans, elle a démarré en 711 avec l'histoire de cette femme, de cette princesse Florinda. Elle va se terminer en 1492 avec une autre femme humiliée qui s'appelle Aïcha al-Hurra, qui était la mère d'El Chico Bouabdil, le dernier roi de Grenade. Et c'est parce que son mari l'a humiliée qu'elle va susciter une révolte à partir de son fils, etc. Et on va perdre l'Andalousie. Au Maroc, beaucoup de femmes ont fait l'histoire. Tu parlais de Nefzaouia, etc. Il y a des mythes aussi. Le mythe d'El Fatima el-Fihriya, etc. Bon, j'ai pas envie de parler de ça parce que je me suis pris une volée de bois vert la dernière fois où j'ai dit que Fatima el-Fihriya n'a probablement jamais existé. Oui, mais ça, bon, on en parle dessus de plus en plus. Hein, elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé. C'est une invention d'Ibn Abi Zar al-Fassi dans Raoud al-Qirtas au XIVe siècle qui parle d'une jeune femme qui a bâti le Qarawin et on a trouvé, moi, je fais confiance à l'archéologie. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, on a trouvé une grande planche qui fait 2 mètres de haut, écrite en arabe, et qui est aujourd'hui une musée archéologique de Rabat que vous pouvez voir, où c'est écrit Daoud ben Driss, Sultan Daoud ben Driss, huwa li bna had al-masjid. Et on l'a trouvé dans le mihrab diyal Qarawin. Donc, ce qui prouve que c'est Daoud ben Driss, en 859, qui va bâtir la Qarawin. Mais ce mythe est magnifique de Fatima el-Fihriya. Moi, je ne veux pas le détruire. Il faut qu'il existe pour nous donner encore une fois, pour dire que dans cette nation, c'est encore une fois, il n'y a pas que la vérité historique, mais il y a aussi des mythes fondateurs. Les mythes d'El Moulay Idriss, etc., Azarhon, etc. C'est encore une fois les Mérinides qui se réveillent un jour, qui vont aller à la cimetière de Bab Mahrouk, ils vont dire Hada huwa le tombeau d'El Moulay Idriss 1 ou Hada huwa le tombeau de Moulay Idriss. Or, il n'y avait aucune inscription sur les tombes. Donc, on ne sait pas aujourd'hui qui est enterré à Zarhon. Mais ils vont créer Zarhon, ils vont créer Moulay Idriss 2 et ils vont créer toutes les processions avec les bougies, etc. Ils vont inventer la célébration de la naissance du prophète. D'accord? La fête de Hada. Nabawi. Le Meyloud, c'est eux, c'est les Mérinides, encore une fois. C'est que religion et politique et savoir ont toujours été associés. Donc, et les femmes ont une place très importante. La première femme de toute l'histoire du Maroc, c'est quand même Hadik Aïcha Saïd al-Hurra. Saïd al-Hurra qui va se marier avec l'un des derniers rois Wattassides. Et son père, Ben Rachid, c'est lui qui va créer Chaouen. Oui. D'accord? Elle était mariée d'abord avec le Mandri qui était gouverneur de Tétouan, il va mourir. Et le roi, parce qu'elle contrôlait toute la piraterie à l'ouest de la Méditerranée, et le roi Wattacide va lui envoyer une demande en mariage. Mais le gars lui dit, attends, tu viens à Fès, on fait le mariage, et puis patati patata. En bande tétouanaise, elle lui dit, non, elle le fait venir. Elle fait venir le roi Wattacide à Tétouan, et il se marie avec elle, il reste avec elle 6 mois, et lui dit, ah, tu peux repartir chez toi à Fès. Pour vous dire, elle était reine du Maroc, parce qu'elle lui a dit, je serai ta femme, je serai reine du Maroc. C'est la première et la dernière reine du Maroc. Zeynep a surtout accompagné Youssef, mais c'est elle. Mais la fondée Marrakech, par exemple. C'est elle qui va trouver justement avec son mari. C'était un dimanche, ils n'avaient pas. C'est-à-dire que si je compare entre une Fatima el-Fihriya qui n'a jamais existé et une Zeynep Nefzaouia qui a fondé Marrakech, ben je préfère avoir des écrits sur Zeynep Nefzaouia. Alors je te dis, Zeynep avec Youssef, ils étaient un dimanche, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Bon, ils avaient annulé la partie de tennis. Ils prennent le truc, ils montent sur leurs chevaux, ils partent dans un endroit qui s'appelle Amour Nouakouche. Et Amour Nouakouche, ça veut dire la terre de Dieu ou la part de Dieu. Ils vont acheter ces terres chez les tribus berbères, ils vont ramener tous les gens qui étaient à Armet, parce qu'il y avait beaucoup de monde à Armet, et ils vont bâtir cette région. Et Youssef Ben Tachfin, qui a vécu 106 ans, n'a jamais rien mangé de sa vie que des dattes et du lait de chamel. Et c'est lui qui va créer
la fameuse palmeraie de Marrakech pour juste avoir ces dates à côté de lui. Et cette palmeraie va permettre, avant qu'on la détruise, de rafraîchir la ville de Marrakech. Et ils vont bâtir la première enceinte de Marrakech avec de la terre battue, avec des gens qui vont ramener de Tinrir et de Tchafilal, qui maîtrisaient le travail en pisé. Et ils vont construire le premier palais en pierre qui s'appelle Qasr al-Hajar. Bon, vous ne pouvez pas le visiter, mais il est en ruine à côté de la Mamounia. Et c'était le premier palais où Youssef Ben Tachafin avait mis une douane où il disait que tous les gens qui rentraient à Marrakech devaient déposer les armes dans ce Qasr al-Hajar, dans ce palais en pierre. Bon, après, les Almohades vont tout détruire de ce passé extraordinaire, mais Zainab va nous laisser des enfants extraordinaires. Ali Ben Youssef, son fils, va ramener de Cordoue le plus ancien mihrab au monde, dans le monde islamique. D'ailleurs, que vous pouvez voir, il est au Palais El Bdi', dans une salle très mal mis en valeur, et puis on n'a pas le droit de le prendre en photo, mais c'est le plus ancien mihrab au Maroc, il a 1000 ans. Donc vous pouvez voir qu'il a été fait à Cordoue. Donc les femmes ont une importance au Maroc. Malheureusement, elle n'est pas très connue. Et très reconnue non plus. Elle n'est pas assez documentée. On ne parle pas assez des femmes, j'ai l'impression. Bah, en tout cas, c'est ce que disent des gens qui ont écrit sur l'histoire des femmes. Et Mouna Hachim, en l'occurrence, où il n'y a pas d'écrit spécifique sur les femmes. Elle a dû recouper plusieurs écrits. Autant la femme est cloîtrée et dans les villes, dans les médinas, etc. Surtout dans les zones un peu atlantiques, dans les médinas, il y a une prépondérance de l'esprit arabe, etc. Autant elle est beaucoup plus libre et beaucoup plus visible dans le monde rural, surtout dans le pays amazigh, berbère. Par exemple, chez nous, dans le Tafilalt, on a les dernières troupes d'Ahidous où les femmes chantent et dansent au même niveau que les hommes. Moi-même, j'organise un festival tous les ans des dernières troupes de Gnawa au Maroc qui chantent en langue bambara des origines du Mali, où il y a des femmes qui dansent et qui chantent. Venez marhaba comme au mois d'août à Goulmima et Alash. Et ce sont des gens qu'on refuse à Essaouira. Parce qu'on leur dit, vous n'êtes pas de vrais Gnawa, alors que les Gnawa de l'Alla Mimouna qu'on a dans le Tafilalt sont les plus authentiques qui existent, où il y a des femmes qui chantent et qui dansent. Donc la femme est présente, d'accord, dans tout le reste du Maroc, un peu moins dans les villes, mais c'est la femme qui, à partir de 1956, d'accord, et même à partir de 1947, avec le fameux discours d'Yallah Aïcha à Tanger, enlève le voile, sort, travaille, etc., dans un pays extrêmement conservateur. Alors, le Maroc, avec son smitho, son malékisme, on est dans le dogme le plus conservateur. Et pourtant, la femme travaille, la femme fait tout aujourd'hui dans la société, et la femme aussi demande des droits, et pour lesquels je milite moi-même, et je dis il faut absolument donner les droits à 50-50, pas 30-40, non, 50-50 entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que c'est un être humain au même titre que les hommes, et il faut qu'il y ait égalité partout. Voilà. Alors, en fait, j'ai besoin d'une deuxième rencontre. Parce que du coup, j'ai pas posé les 3/4 des questions que j'avais proposées, j'avais préparées. Et la seule chose que je voudrais dire, je voudrais insister, c'est que le livre est riche aussi de beaucoup de... En fait, j'ai apprécié par exemple de savoir, de connaître la fin de Tariq Ben Ziyad. Parce qu'on en parle toujours comme celui qui est parti en Andalousie et qui a déclamé cette phrase super connue, mais on ne sait pas ce qui s'est passé par la fin. Et là, je découvre la fin miséreuse de Tariq Ben Ziyad et ça m'a touchée. Et on découvre comme ça beaucoup d'histoires. J'avais aussi une question par rapport à, d'un point de vue du storyteller que tu es.
quelle est la dynastie qui t'a le plus inspiré, qui t'a le plus impressionné par la richesse de ses personnalités, de ses personnages et de son histoire. Alors ce sera ma dernière question. Préparez les vôtres, s'il vous plaît, parce que je vais vous ouvrir le débat juste après. Je n'ai pas de préférence par rapport aux dynasties. Chaque dynastie a ses spécificités, a ses richesses. Bien sûr, mon cœur est porté vers la dynastie alaouite. Je la connais parfaitement, etc. Franchement, on peut dire beaucoup de choses, mais ce qu'on doit savoir, à travers toute l'histoire, à travers ce que j'ai écrit, aucun sultan marocain, je le dis bien, aucun sultan marocain, d'aucune dynastie, sur les 7, n'a vendu une part de ce pays. Donc, contrairement à ce que propagent certaines personnes, le Maroc a été vendu pour une bicyclette par Moulay Abdelaziz ou par le truc Moulay Hafid. Non. Non, non et non. Et contrairement à ce qu'on dit même de grands historiens, y compris Abdallah al-Araoui, qui prend des références chez les Français, chez les trucs, et il faut aller vers Nasseri, il faut aller vers Ben Zidane, d'accord? Il faut aller chercher dans les ouvrages et comprendre que les souverains, à travers l'histoire du Maroc, ont souvent été contraints, ont souvent eu des choix difficiles à faire, mais aucun sultan, et ça je mets au défi un historien pour me dire le contraire, n'a vendu 1 gramme ou 1 mètre carré de ces terres pour de l'argent ou là pour le truc. Donc, je n'ai pas de préférence. Toutes les dynasties ne se valent pas. Il y a des dynasties plus brillantes que d'autres. Mon cœur est beaucoup plus se penche sur la dynastie mérinide parce qu'ils ont fabriqué les médersas, les premiers endroits où on enseignait autre chose que la religion. Donc, et c'était les premières cités universitaires. Et puis, il y en avait partout. Et ils ont porté la civilisation marocaine non seulement sur l'architecture, les mosquées que nous connaissons aujourd'hui avec les tuiles vertes, etc. Ça vient des Mérinides. Donc, c'est des gens qui sont hyper brillants. Mais chaque dynastie a sa spécificité et aucune, je ne dirais, qui vaut l'autre. Donc, non, je parlais en termes juste de richesse en événements et en histoire, en soubresaut, disons. C'est-à-dire ce que nous avons aujourd'hui en monument, nous le devons surtout aux Mérinides. Okay. Donc c'est là où nous avons le plus de monuments. Mais nous avons des monuments de l'époque alaouite aussi qui sont très intéressants. Les Saadiens, malheureusement, qui ont été détruits. Si vous voulez voir la richesse de la dynastie saadienne, quand même, le Mansour Dahbi, qui a régné de 1578 après la bataille des 3 rois jusqu'en 1603, qui est mort d'une épidémie de peste, il a construit le plus beau palais au monde, qu'est le Bdir, qui a été détruit par Moulay Ismail et dont il a pris toutes les colonnes, etc. et les a emmenés à Meknès. Mais si vous voulez voir un jour la richesse de cette dynastie, allez au tombeau saadien. Allez voir. Et les tombeaux saadiens, une fois que Moulay Ismail a détruit le Bdir, il a demandé à ce qu'on emmure les tombeaux, mais qu'on ne les détruise pas parce qu'on ne touche pas aux morts. Et c'est Henri Terrasse, en 1917, qui découvre les palais saadiens, et c'est Sa Majesté Hassan II qui les restaure de manière magnifique, si vous voulez vraiment voir la richesse. Et c'est le XVIe siècle. Et encore une fois, c'est une époque où le Maroc était une très grande puissance, où on avait une extrême richesse qui venait du sucre, le sucre qui était fabriqué dans les fermes de canne à sucre à Essaouira et à Taroudant, où il y avait les esclaves qu'on ramenait du Mali, etc., qui y travaillaient. Et on raconte que Élisabeth Ier, la reine d'Angleterre, qui était à la même époque, régnait au même moment que le Mansour Dahbi, elle était tellement friande du sucre marocain qu'elle en avait perdu ses dents. Oui, voilà. Merci beaucoup, Rachid. J'ai encore plein de questions à poser, mais je ne peux pas accaparer la parole. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent prendre la parole, poser des questions, faire des commentaires. Mais je vous invite n'importe comment à prendre ce livre parce qu'il est beaucoup plus riche que ça. Okay.
questions. Sinon, je continue à poser des questions, j'arrête pas. Allez-y, madame. Rachid, il y a une question. Oui, oui, allez-y, je vous écoute. Est-ce que ça fonctionne? Non. Faut l'allumer. مساء الخير. مساء الخير. أنا شرفة شريف حوات. سعيدة جدا بهذا اللقاء. التقديم ديالك الكتاب السيدة المسيرة للجنة كان تقديم جميل جدا. طرحك الأسئلة واللي ثار انتباهي هو الطريقة ديال الإجابات اللي كانت إجابات يعني صريحة وصادقة. يعني حاول رشيد بوفوس أنه يعطينا احنا كمتلقين يوصلنا كل الأسئلة اللي سولتيه على الفحوى ديال الكتاب. أنا سؤالي سي رشيد بوفوس، أنا بالنسبة لي شخصيا أنه في التاريخ وفي الدين لا شيء مطلق. أن التاريخ والدين تحليلات تاريخية أو تحليلات فيما يخص الدين تنطبق عليها يعني أو تخضع لقاعدة النسبية. إذن هذا هو السؤال ديالي. نعم. وشكرا. نعم tout est relatif de toutes les façons partout dans la vie effectivement النسبية اللي هضرتي عليها. بون ولكن واخا داك الشيء خصنا نفهموا بأنه التاريخ اللي راه الناس بحالنا بحالكم كما كي لو كري فهمتيني. في المغرب كانت واحد المقوله في ايام ملي مات مولاي اسماعيل كيقولوا الله يرحم من صبح. الله يرحم من صبح ستادير ولادو غادي يديروا لا غير سيفيل اكسيتيرا بيناتهم، وكان السلطان مع عبيد البخاري هما اللي كيطلعوا السلاطين. الصباح كيكون سلطان، العشيه كيطيحوه وكيطلعوا واحد اخر. دونك يا بوكو دو جون اوسي في المغرب دي سلطان ils savaient même pas qu'ils allaient devenir sultans. D'accord. حتى كيكون جالس حتى كيقول نوض راك غتولي سلطان. فهمتيني. كنهضروا على المنصور الذهبي مولاي احمد راه مشى مع خوه المعركه دواد المخازن، خوه بخير وعلى خير، كلا شي حاجه داروا ليه السم العثمانيين مات، قالوا ليه العشيه نوض راك انت سلطان. لا ميم شوز مولاي اسماعيل جالس مع راسو في تيزنيت بخير وعلى خير ما عنده حتى شي مشكل. جا خوه مولاي رشيد كيتسارى في واحد العود، ضرباتو شجره دخلت له في العين ديالو طاح مات. قالوا له نوض قلع اجي راك وليتي سلطان اي انسي دو سويت. داكور. دونك لا ريلاتيفيتي اللي لا كاينه حتى في الحكم. داكور. يا دي جون كي سون تري لوان دو بوفوار كي دوفيان امبورطون. كنهضروا على واحد السيره ديال الناس في المغرب معروفين ديال الاخوان القلاوي مثلا. الاخوان القلاوي من جاتهم الشهره؟ سكو هذوك الناس ثلاثه ديال السلاطين هذيك القبيله ديال القلاوي غادي تعتقهم في واحد لو باساج كي سميتو تيزين تيشكا. غادي يجيو في الاخر اون ايفير في الشتاء غادي يدوزو تماك غادي يتبلوكاو في الثلج. هذيك لا تريبي هي اللي غادي تعتقهم. المنصور الذهبي غادي يعتقوه القلاويين، مولاي اسماعيل غادي يعتقوه القلاويين في ذاك البلاصه، ومولاي الحسن الاول في 1893 وهو اللي غادي يعطيهم الظاهر باش يولوا قياد ديال القلاوه، ومن بعد غادي ياخذوا ذاك النهج ديالهم. دونك سي توجور دي ايفينمون امبروبابل encore une fois qui font l'histoire marocaine. Voilà. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Pas de questions? Amen. Adjugé. Merci.